Bonjour et bienvenue dans 50% Investigation. Vous allez découvrir aujourd'hui un univers fascinant, inquiétant et parfois opaque, celui du smartphone. Un univers exceptionnel car il représente près de 25 millions de personnes, un univers unique au monde car hyper fructueux et à la fois tout à fait inhumain, hyper encadré et violent et chronophage. Alors il faut savoir que les Français passent près de 17 heures par semaine sur leur smartphone, ce qui représente 16h30 de plus que le temps consacré par notre équipe pour la réalisation de ce tournage. Alors il y a l'utilisation domestique du smartphone qui représente la majorité des usagers, mais il y a surtout son utilisation professionnelle avec des dommages collatéraux pour les individus qui y sont soumis. Nous nous sommes intéressés à une entreprise en particulier. Il s'agit de Biot Corporation, une multinationale chinoise qui fut le fer de lance d'un management novateur et agressif. Nous avons rencontré une de ses dirigeantes pour mieux comprendre les tenants et les aboutissants d'une telle stratégie. Le smartphone au travail, les limites extrêmes de la face cachée d'une industrie vraiment pas cool, un document signé Stéphane Leneutre pour Sexybuzz Productions et 50% Investigation. Échirolles en Isère, à moins d'une heure des plus belles stations de ski des Alpes françaises. Vous n'avez sans doute jamais entendu parler de cette ville située dans la banlieue grenobloise, rien de plus normal puisque la seule spécialité locale qui semble valoir le coup est le tacos sauce algérienne. Kevin a 25 ans, et comme presque tous les jours depuis qu'il vit dans son appartement, il commence sa journée par les mêmes rituels. Vous l'avez probablement remarqué, comme de nombreux jeunes de son âge, Kevin peut difficilement se passer de son smartphone. Vous savez, ce petit appareil qui a rapidement remplacé nos bons vieux téléphones cellulaires. Avec près de 3/4 des Français de 18 à 24 ans qui en sont équipés, le smartphone fait fureur chez les jeunes. Il a réussi à les séduire en proposant un nombre toujours plus grand d'activités, jusqu'à devenir un outil qui les accompagne dans leurs moindres faits et gestes. Ça m'arrive de passer beaucoup de temps genre sur mon smartphone. Je sais pas, genre 10 heures, un truc comme ça. Peut-être plus, après, je sais pas trop. Je pourrais pas te dire et tout, mais... genre le matin quand je me lève, je suis dessus. Le soir, je peux pas me coucher sans mon smartphone. Je suis tout le temps avec, toute la journée, il me suit partout. Il est omniprésent. Si Kevin passe autant de temps sur son appareil, c'est qu'il cache en réalité un terrible secret. Il est nomophobe. Apparu en 2008, le terme désigne les individus confrontés à une peur excessive lorsqu'ils sont séparés de leur téléphone. Il met en lumière la dépendance observée par certains spécialistes chez un nombre toujours plus important d'utilisateurs. Mon smartphone, c'est ce qui me détruit au quotidien, mais en même temps, c'est la seule chose qui me permet de vivre aujourd'hui, tu vois. Putain, je pète les plombs. J'ai perdu mon gosse, ma femme, mon job, putain. Tout ça à cause de cette merde, là. Malgré tout, non, je pense que je pourrais pas arrêter du jour au lendemain, tu sais. Je vais droit dans le mur. Ça te pourrit la vie, ces trucs-là, ça tronche, c'est pire qu'une drogue. C'est pire qu'une drogue, c'est un prolongement de toi-même, il y a tout là-dedans, il y a tout. Tu peux pas t'en passer une fois que tu l'as. C'est terminé. C'est fichu. Si Kevin est bien conscient de son problème, il est décidé à le résoudre une bonne fois pour toutes. C'est pour cette raison qu'il se rend aujourd'hui à un événement bien particulier. Tous les individus présents ici souffrent du même syndrome que Kevin. Ils vont pouvoir assister à une réunion qui va leur permettre d'extérioriser leur peine, leur souffrance et leur désillusion pour se rouvrir à eux. Afin de ne pas nuire à l'expérience de Kevin, nous avons choisi de nous rendre à cette séance en caméra cachée. Contre toute attente, le jeune homme nous livre une information capitale qui va nous mener sur une piste brûlante. J'ai vraiment commencé à perdre les pédales au travail. On a commencé à m'imposer certaines tâches quotidiennes effectuées sur mon smartphone, et depuis cet instant, je me suis laissé absorber. Il m'a complètement bouffé. J'ai perdu tous mes repères progressivement. Au départ, je devais seulement l'utiliser pour planifier ma semaine de boulot avec mes collègues sur la chambre en ligne. J'étais content, tu vois. C'est vrai que ça facilitait mon organisation, je me sentais plus libre également. Puis, avec la réussite du fonctionnement, la direction a insisté pour
on s'échange nos fichiers pro, qu'on l'utilise pour les visioconférences, ainsi de suite, et c'était le bordel, c'était de pire en pire. Comme il l'a expliqué durant la réunion, la dépendance du jeune homme semble trouver son origine dans le mode de management imposé par son ancien employeur, Biot Corporation. Ouais, j'ai travaillé pendant 1 an chez eux, j'étais au service marketing. À la fin, j'en pouvais plus, j'étais décidé. La direction me demandait toujours plus et il arrive un moment où tu craques, où tu peux plus tenir. À cause d'eux, je suis devenu complètement rapport mon smartphone et j'ai même commencé à le prendre pour une autre personne. C'est terminé quand je me suis fait surprendre dans les toilettes en train de... Enfin, vous voyez quoi. Ces révélations profondément inquiétantes de Kevin lèvent le voile sur la rudesse du management chez Biot Corporation. Comme toujours dans 50% Investigation, nous nous engageons à aller à mi-chemin dans le cœur de l'action. Grâce à l'opportunisme et le manque de scrupules qui nous caractérisent, nous avons pu profiter de nos cartes de presse pour voyager gratuitement jusqu'en Chine et ainsi prendre la place de pauvres étudiants chinois qui n'avaient pas vu leurs parents depuis plus d'1 an. À peine arrivés, nous sommes déjà méfiants. Devant la grandeur des bâtiments, pas de doute, nous nous apprêtons à affronter un colosse du néo-capitalisme chinois. Nous sommes directement reçus dans les bureaux de Madame Chen, la directrice de la communication de Biot Corporation, qui nous parle environ pendant 30 minutes. Comme nous ne connaissons pas de sinophone, nous n'avons malheureusement pas compris un seul de ces mots, et nos traductions sont basées sur les expressions faciales de notre interlocutrice et l'imagination de notre cadreur Manu, qui a fait 6 mois de chinois à la fac. Nous avons choisi de prendre le virage du numérique en 2010 à la manière de Ford au début du XXe siècle ou Toyota dans les années 80. Biot Corporation est devenu le symbole d'une révolution dans le monde de l'entreprise. Tous les grands groupes occidentaux ont vite compris l'intérêt de notre système et n'ont pas attendu longtemps avant de l'adopter eux-mêmes. Le principe est simple. Nous permettons à nos employés de travailler sur leurs propres appareils technologiques. Nous gagnons ainsi en productivité et nos salariés sont plus heureux. Nous nous trouvons dans un lieu très important de Biot Corporation. C'est ici que nos équipes travaillent très dur pour proposer des produits d'une qualité toujours plus grande. Ce bureau est réservé à nos ingénieurs. C'est ici qu'est réalisée la plus grande partie des opérations de conception. De l'autre côté, vous voyez notre bureau d'études qui réunit nos meilleurs experts et chercheurs. Le fait que les bureaux soient vides nous fait penser que Biot Corporation cherche à nous cacher quelque chose. Cependant, Madame Chen est d'une bonne humeur communicatrice. Nous n'avons donc pas voulu la contrarier plus que cela. Nous allons maintenant continuer la visite si vous voulez bien. La visite se poursuit dans une réunion à laquelle participent les 4 seuls employés de Biot que nous avons vus. Nous sommes désormais dans le service stratégique de l'entreprise. C'est une réunion très importante qui est en train de se dérouler car les personnes que vous voyez s'apprêtent à établir notre plan d'action pour l'année prochaine. Vous le constatez, mes collègues utilisent leurs propres objets pour travailler. J'ai d'ailleurs instauré depuis 2 ans un nouveau programme qui me permet de joindre tous les salariés de l'entreprise instantanément et d'obtenir un compte rendu complet de leur avancée sur tel ou tel projet. Si vous voyez acquiescer Madame Chen, c'est que nous tentions de lui poser une question en langage des signes. Nous ne sommes pas sûrs qu'elle en ait bien saisi le sens, mais de toute manière, sa véritable réponse demeure encore un mystère pour nous aujourd'hui. Personnellement, je ne suis pas au courant de problèmes particuliers dans nos filiales européennes. Je tiens à préciser que Biot Corporation ne peut pas être tenu responsable des problèmes de santé de nos salariés car nous leur assurons un soutien médical régulier. Je n'ai jamais été confronté à un souci de cet ordre-là et je conçois que si le programme de Biot demande un temps d'adaptation, il ne met en aucun cas le salarié en danger physique ou psychologique. Il est important d'avoir à l'esprit que les problèmes de dépendance sont du ressort des individus eux-mêmes et que nous ne pouvons pas contrôler leurs ajustements personnels et leur vie privée. Après une demi-journée complète d'investigation sur place, nous décidâmes qu'il était temps pour l'équipe de 50% Investigation de plier bagages. Alors on lève nos verres et c'est là que je le dis chin chin. Merci à Stéphane Leneutre et Sexy Buzz Productions pour ces images. Nous sommes dans les bureaux parisiens d'Aniel Monzac, spécialiste de la question des nomophobes en France et réactionnaire en chef pour le Figaro Magazine. Bonjour. Bonjour. Vous venez de publier votre dernier ouvrage, La nomophobie française. Justement, quels sont selon vous les symptômes les plus visibles pour caractériser un homophobe ?
Vous parlez de symptômes, ce qui signifie que les individus dont vous parlez, et moi y compris, souffrent d'une pathologie. Il est donc bien important de dissocier les deux notions suivantes, dépendance et addiction. Tandis que le premier réunit les deux notions physiques et psychiques, la seconde n'est utilisée que pour désigner le second volet. Pour moi, la nomophobie rentrera davantage dans le premier cas. Lorsqu'on regarde les chiffres, 78% des jeunes de 18 à 24 ans se considèrent comme dépendants au smartphone, alors que la moyenne globale des enquêtés n'est que de 58%. Très bien. On pourrait parler de fracture générationnelle. Exactement. Je comprends, mais d'après vous, comment devient-on un homophobe? Les raisons qui peuvent conduire un individu vers la nomophobie sont multiples. Tandis que certains vont trouver dans leur téléphone une fonction de réassurance, une métaphore du cordon ombilical, d'autres le considéreront comme un objet transitionnel permettant de lutter contre le sentiment de solitude et d'absence. Le téléphone portable n'est plus seulement un outil de communication au sens strict, mais devient un prolongement corporel de l'individu, une technologisation de soi, un vecteur de l'identité personnelle. Alors, d'après l'IDC et une étude parue récemment, près de 55% des Français affirment avoir besoin d'utiliser leur smartphone dans le cadre de leur travail. Quelle est selon vous la place occupée par le management et par l'entreprise plus globalement dans l'augmentation de la nomophobie en France? Oui, alors c'est vrai que le développement et la diffusion massive d'éthique dans les entreprises a conduit mécaniquement à une augmentation du nombre de nomophobes. Toutefois, et malgré certains cas comme celui que vous venez de diffuser, je crois qu'il est important de relativiser l'influence de l'utilisation du smartphone sur la vie des salariés. Selon une étude réalisée en France, la quasi-totalité des actifs interrogés indiquent qu'ils n'utilisent que quelques fois le smartphone pendant le travail, alors que plus de la moitié des étudiants interrogés admettent qu'ils utilisent souvent le smartphone pendant les cours. Plus que l'intégration dans le quotidien professionnel, je pense que le facteur déterminant pour expliquer le phénomène est l'arrivée de la génération Y dans l'entreprise, puisque c'est elle qui est le plus disposée. Personnellement, je ne comprends pas que certains salariés puissent se plaindre et mettre en doute les règles imposées par leur hiérarchie. Non, mais on marche sur la tête, s'ils ne sont pas contents qu'ils quittent leur job. Très bien, monsieur Mourzec, merci pour cette réponse sans équivoque encore une fois, et merci de nous avoir accompagnés pour cette émission. Merci également à nos spectateurs qui nous ont suivis et qui sont toujours plus fidèles. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau numéro de 50% Investigation.